David, it was my understanding that I was not going to be managed. What gave you that idea? It was my understanding. I see. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. On est déjà, croyez-le ou non, à la mi-juillet et on entre dans un premier petit temps mort de cette entre-saison. Soyons honnêtes, jusqu'ici, l'été a livré la marchandise par rapport à ce qu'on s'était fait dire, que ça allait être un été où il allait y avoir beaucoup de changements dans la Ligue nationale de hockey et il s'en est passé des choses et c'est pas fini. Dylan Larkin qui a demandé à être transigé, sa saga ne s'est toujours pas conclue. Et même s'il n'est pas transigé cet été, pour moi, ça va être une saga qui va continuer. Steve Yzerman qui tiendrait son bout, ce serait du génie. T'as un gars comme Jason Robertson qui est toujours agent libre avec restriction. Est-ce que Connor Hellebuyck va être échangé? T'as encore beaucoup de bons agents libres qui n'ont pas signé. T'as des gars comme Patrick Kane, comme Anthony Manta, ils sont pas les seuls. Et t'as des formations toujours au-dessus du plafond salarial. T'as le droit d'être au-dessus du plafond salarial pendant l'été, un certain pourcentage du plafond, mais il faut que tu reviennes sous le plafond pour le début de la saison, bien sûr. T'as entre autres les Golden Knights de Vegas, qui honnêtement, j'ai aucune Moses d'idée de ce qu'ils vont faire. Bref, il y a beaucoup de choses dont on va continuer de discuter dans les prochaines semaines, ça c'est garanti. Mais pour l'instant, c'est un bon moment pour aller creuser dans les commentaires et répondre à vos questions. Je dis questions, mais il y en a certains, c'est simplement des bons commentaires auxquels je réponds. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Vous voulez que je réponde à certaines de vos questions ou de vos commentaires dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de cet épisode. Et on commence en revenant sur la saga des derniers jours, des dernières semaines. Leo Carlsson, il y a Jay Craig qui dit 18 millions pour un joueur qui voulait partir et qui ne méritait clairement pas autant d'argent. Perso, je l'aurais laissé partir et j'aurais essayé de faire quelque chose avec les 4 choix de première ronde et l'espace sous le plafond. Et oui, je sais que les choix ne seront sûrement pas très élevés, mais tu sais jamais, une mauvaise saison des Flyers, ça aurait pu arriver. Vous imaginez un de ces choix aurait été top 3? Ben, Leo Carlsson, c'est un top 3. C'est un top 2. Et c'est un top 2 qui a livré la marchandise jusqu'ici dans la Ligue nationale de hockey. Je suis pas d'accord avec toi, Jay Craig, pour 2 raisons. De un, la partie avec laquelle je suis d'accord, c'est effectivement, on ne sait jamais ce que ça aurait pu devenir, les Flyers de Philadelphie. Imaginez les Flyers crash cette année, puis tu repêches top 2 l'an prochain, puis tu aurais eu le choix, peut-être, entre Landon Dupont et Alexis Joseph. Sauf que les Ducks sont à un moment où ils ne peuvent plus attendre que le prochain Leo Carlsson se développe. Ils l'ont, Leo Carlsson. Au moment où on se parle, personnellement, je suis en train de me dire que peut-être que dans 10 ans, on va regarder le fameux repêchage de Connor Bedard en se disant « Hey, finalement, Leo Carlsson est aussi bon que Bedard. » Un peu comme l'année de John Tavares et de Victor Hedman en 2009. Je veux dire, presque 20 ans plus tard, honnêtement, Victor Hedman, pour moi, a eu une meilleure carrière que John Tavares. Et John Tavares est un très bon joueur de centre. Mais si tu me demandes de faire un redraft aujourd'hui, je prendrais Victor Hedman avant John Tavares. Pour moi, il n'y avait aucun doute que les Ducks devaient d'égaler l'offre. Ils ont foiré en ne prolongeant pas Leo Carlsson 1 an plus tôt. Ils ont merdé. Ça, on est d'accord, ils ont merdé. Mais il fallait qu'ils réparent cette erreur-là en acceptant d'égaler l'offre. Et là où j'ai un petit bémol, et c'est peut-être moi qui joue trop sur les mots, mais quand tu dis un joueur qui voulait partir, il voulait pas partir. Il a eu une super belle offre, son équipe voulait pas y donner, il s'est dit, Gad, donnez-moi-la. Il a l'outil pour s'assurer que l'équipe lui donne l'offre. Après ça, c'est un risque. C'est un risque à prendre, que peut-être que l'équipe n'allait pas égaler l'offre, mais il l'a pris. Regarde Sébastien Aho. Il avait signé l'offre du Canadien à l'époque. Il voulait pas partir. Il voulait rester en Caroline. Ça lui a permis d'avoir l'offre qu'il voulait des Hurricanes de la Caroline. Quelques années plus tard, il est champion avec l'équipe. Et tout est bien qui finit bien pour cette équipe-là. Pour moi, il ne fait aucun doute que la façon de réparer l'erreur de ne pas avoir prolongé Leo Carlsson assez tôt pour les Blackhawks, c'était pour les Blackhawks, pour les Ducks, pardon, c'était d'égaler l'offre Leo Carlsson. On le fait. Et je vois difficilement, au point où on en est, avec des Cutter Gauthier qui sont là, qui sont déjà très, très bons, Beckett Seneca, c'était de recommencer un processus très long qui ne te donnait aucune garantie que tu allais obtenir un joueur aussi bon que Leo Carlsson. Restons un petit peu au sujet
des jeunes équipes, des équipes qui sont au moment de signer certains jeunes joueurs. Il y a Joe Blow, salut Joe Blow, qui dit « Les Sharks aussi vont se retrouver avec un problème similaire quand ce sera le temps de signer les Top Guns. Le vrai problème en ce moment, c'est que la masse n'est pas assez haute pour signer plus que 5 ou 6 vedettes. GG, good game, à Kent Hughes d'avoir signé à rabais tout le monde. Je pense vraiment pas que les Sharks vont être dans le marde. Pour elle, je pense vraiment pas que les Sharks vont se retrouver dans un problème similaire. La première raison, c'est le gars que vous voyez à l'écran, c'est Macklin Celebrini. Un gars de la trempe de Macklin Celebrini, qui est clairement dans la catégorie en devenir des McDavid et des Crosby, un potentiel joueur générationnel. Je garde encore potentiel parce que sait-on jamais, là, mais il y a les allures d'un joueur générationnel. Un gars qui était dans la course au Trophée Hart à sa 2e année. Un gars qui a dominé aux Jeux olympiques sur le premier trio d'équipe Canada avec Connor McDavid. Un gars comme ça, peu importe combien tu le signes, t'es jamais mal pris avec ça. Les Oilers d'Edmonton ont été mal pris sous le plafond salarial ces dernières années pour 2 raisons qui ne sont ni Connor McDavid ni Leon Draisaitl. Des mauvais contrats, entre autres celui à Darnell Nurse, celui à Jack Campbell, et un plafond qui a stagné. Je veux pas justifier, je veux pas excuser les Oilers d'Edmonton et les Leafs de Toronto du début des années 2020. Ils ont mal géré leur masse salariale, mais il faut quand même prendre en considération qu'ils ont été pris par la stagnation du plafond. Ça n'a pas monté pendant quelques années, si bien que Connor McDavid est demeuré beaucoup plus longtemps que prévu le joueur le mieux payé de la Ligue à 12,5 millions par année. Donc ça n'a pas aidé. Mais ce qui n'a réellement pas aidé, c'est les mauvais contrats. Donc, tu ne seras jamais mal pris avec Macklin Celebrini. Après ça, effectivement, là où je suis prêt à dire que ça va peut-être être difficile, c'est comment tu vas gérer les autres, les Will Smith de ce monde, entre autres. Est-ce qu'un Michael Misa va suffisamment se développer pour justifier un bon contrat? Ce qui pourrait peut-être aider les Sharks, c'est une dernière année juste correcte, à une 60aine de points de Will Smith, puis qu'après ça, il explose. Quelques années où Michael Misa se développe pas pleinement, puis après ça, il explose. Un peu ce qui est arrivé avec Nick Suzuki, ce qui est arrivé avec Nathan McKinnon, même le 2e contrat de Leon Draisaitl, pas celui qui vient de signer, l'autre d'avant à 8 quelques millions. Et c'est là où c'est vraiment désolant pour les Oilers d'Edmonton. Ils ont eu Leon Draisaitl comme aubaine pendant des années. Ils n'ont jamais rien fait avec ça. Je pense que Mike Grier a vraiment l'opportunité, grâce à Macklin Celebrini, de bien gérer sa masse. Regardez, tu vas avoir Macklin Celebrini, qui est le top dog, pas des Sharks, peut-être de la Ligue nationale de hockey, à tel montant. Tout le monde en dessous de ça. À moins qu'il arrive quelque chose qu'on ne peut prévoir, le plafond présentement monte à vitesse vertigineuse. J'ai vraiment pas d'inquiétude en ce qui me concerne pour l'instant du côté des Sharks de San Jose. Après ça, à Mike Grier de bien gérer ça. Il y en a qui vont peut-être parler là, des 3 vétérans qu'on vient d'ajouter, que ça va pas aider. Pour moi, ils sont là suffisamment pas assez longtemps pour que ça vienne bousiller les choses du côté des Sharks de San Jose. Louis-Philippe Daou. Salut, juste une petite question. Les bonus ne comptent pas dans la masse salariale d'une équipe, right? Et c'est une excellente question, très technique, qui me fait plaisir d'expliquer dans le détail. D'abord, oui, les bonus comptent. N'importe quel dollar qui est à ton contrat compte. C'est important de le mentionner. Il y a des technicalités, par contre. Et la première, c'est qu'il y a 2 types de bonus. Ici, Louis-Philippe faisait référence à Leo Carlsson. Et bien sûr que les bonus de Leo Carlsson comptent sous le plafond salarial des Ducks d'Anaheim. Donc, 2 types de bonus. Je vais vous expliquer les 2 et la différence sur comment ils comptent sous le plafond. Donc, on va utiliser 2 contrats signés là, cet été, pour pouvoir illustrer ça. Et le premier, c'est celui signé par Ivan Demidov. Donc, Ivan Demidov a un contrat qui inclut énormément de dollars qui lui sont payés en ce qu'on appelle bonus à la signature. Donc, vous voyez à ma gauche, là, à peu près juste ici, signing bonus. Donc, le 1er juillet 2027, Ivan Demidov reçoit de la part de M. Molson un beau chèque de 11,5 millions de dollars. Pow! J'espère que tu as un bon fiscaliste, mon Ivan, parce que tu vas te faire enlever de l'argent de taxes et tout ça, mais gère bien ton argent, puis ça va bien aller.
Le 1er juillet 2028, TAO 11,5. 2029, TAO 9,5 et ainsi de suite. Ça descend jusqu'à la dernière année de son contrat où il ne reçoit aucun dollar en bonus à la signature, tout en salaire de 7,5 millions de dollars. Vous voyez donc que le salaire total d'Ivan Demidov, qui est sur la ligne juste ici, va descendre au fil du contrat. 12,5, 12,5, 10,5, etc. Reste que ce qui est important, c'est le cap hit, la première ligne. 9,15 millions de dollars. 9,15 millions de dollars, c'est ça qui compte dans le plafond salarial du Canadien. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un contrat comme celui d'Ivan Demidov, 8 ans, 9,15 millions de dollars par année, c'est ce qu'on appelle le AAV, la moyenne annuelle par année. Et c'est ça qui compte. Peu importe comment l'équipe, après ça, décide de s'entendre avec le joueur sur comment on répartit l'argent. Il y a des règles, bien sûr, mais tu peux prendre des décisions pour répartir l'argent de différentes façons. Comme le cas d'Ivan Demidov, 12,5, 12,5, 10,5. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le 9,15 millions de dollars. Parce que lorsqu'on s'entend avec un joueur, dans le cas d'Ivan Demidov, 8 ans, 73,20 millions de dollars. À la Ligue, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, on divise le 73,20 par le nombre d'années. Tao! Ça, c'est ce que tu vaux chaque année sous le plafond salarial. Et peu importe combien le Canadien donne en bonus à la signature à Ivan Demidov, ça ne change rien. Mais encore une fois, il y a un montant maximum que tu peux donner en bonus à la signature et tout ça. Là. On appelle ça bonus, mais c'est pas un bonus. C'est une avance de salaire. Voyez ça comme une avance salariale. On dit à Ivan Demidov, hey, de ton 73,20, qui est ton salaire total que tu vas faire sur la durée de ton contrat, on t'en donne 11,5 millions le 1er juillet 2027. On t'en donne 11,7 millions, 0,5 millions le 1er juillet 2028. Et ces années-là, pendant l'année, il fait un salaire de seulement 1 million de dollars. Donc, le bonus à la signature, voyez ça comme une avance de salaire à un joueur. Oui, ça compte sur le plafond salarial de l'équipe. Ça rentre dans le salaire total qui est divisé par le nombre d'années. Il y a un autre type de bonus qui est le bonus à la performance. Les joueurs sur leur contrat d'entrée vont y avoir droit et les joueurs de 35 ans ou plus qui signent des contrats d'1 an ont droit à ça. Il y a aussi un joueur comme Patrick Laine va être éligible à ça, un vétéran qui a un nombre X de matchs joués dans la Ligue nationale de hockey et qui, pour raison, entre autres, de blessures, n'a pas joué suffisamment de matchs dans la saison avant, pour permettre à ce gars-là peut-être de réussir à s'entendre avec une équipe à un montant qui a de l'allure pour lui, il va être éligible au bonus à la signature. Donc, au moment où j'enregistre, Patrick Laine est encore agent libre. Bien sûr, il a été blessé les dernières années, donc les équipes sont pas prêtes à donner à un gars de ce calibre potentiel-là un gros montant. Ce qu'ils peuvent faire, c'est dire « Hey, contrat d'1 an, 1 million, mais tu marques 20 buts, tao, 1 million. Tu marques 30 buts, tao, 1 million. » Pour vous donner l'exemple, par contre, le plus simple, prenons le contrat d'Alex Ovechkin. Évidemment, Alexander Ovechkin a 54 ans, donc il est éligible, il a plus de 35 ans. Il a signé avec les Capitals de Washington un contrat d'1 an, 4,25 millions de dollars. Vous voyez que Ovi, tout comme Demidov, a un signing bonus. Lui, c'était pour un contrat cette année. Donc, la journée où il a signé son contrat, il a reçu un beau gros chèque de 3,25 millions de dollars. Vous voyez que son salaire est de 4,25 millions de dollars, le salaire total incluant le bonus, sauf que il a des bonus à la signature, pas à la signature, pardon, à la performance. Vous le voyez juste au-dessus du signing bonus, 4,75 millions. Ça, c'est un vrai de vrai bonus qui n'est pas garanti. Vous voyez donc que le cap hit et le AAV sont différents. Pourquoi? Parce que ce bonus-là peut ne pas compter. Sauf que pour ne pas compter, il ne faut pas qu'il l'obtienne. La seconde où le joueur atteint le bonus et que le bonus lui est payé, ça compte. Dans le cas d'Alex Ovechkin, c'est pourquoi j'ai pris ce cas-là et pas Zuccarello ou un autre qui a été signé cet été, c'est parce que c'est le plus simple. Ovi doit jouer 10 matchs. That's it. La seconde où il joue 10 matchs, il reçoit son beau gros bonus de 4,75 millions de dollars. Et ce qui ferait grimper son salaire, donc, à 9 millions. Ça le ferait passer de 4,25 à 9 millions. Qu'arrive-t-il si les Capitals de Washington n'ont pas l'argent pour le payer? Ce qui est le cas en passant. Il reste des poussières aux Caps de Washington sous le plafond. Littéralement, je pense comme 75 000 ou quelque chose comme. C'est reporté à l'année d'après. Donc, ça va compter éventuellement. L'année d'après, les Capitals, l'an prochain, quand Ovi va avoir joué 10 matchs, à moins d'un désastre, on ne lui souhaite pas, l'an prochain, dans leur
plafond salarial va compter le 4,75 millions de dollars de bonus à la performance d'Alex Ovechkin. Donc, les bonus finissent toujours par compter. Pour les jeunes recrues aussi, c'est la même chose. Lane Hudson, Ivan Demidov ont atteint des bonus à la performance dans leur contrat recrue. Donc, si le Canadien n'avait pas les moyens de le payer, c'est pas que tu n'as pas les moyens de le payer, là, c'est que si tu n'as pas l'espace pour le payer, c'est reporté à l'année d'après. C'est ce qui va arriver à Alex Ovechkin. 4,75 millions de OV de cette année va aller à l'année d'après. Ça permet à des équipes de garder leurs vétérans pour des montants moindres sous le plafond, mais leur payer réellement quelque chose qui a plus d'allure. Tu es obligé de signer un contrat d'1 an pour avoir accès à ce bonus-là. Donc, j'espère que c'était clair. Voilà les différences entre les deux types de bonus. Bonus à la signature, bonus à la performance et comment ils comptent sous le plafond salarial. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, aventurier de l'Internet. On est au milieu de l'été, fait beau, fait chaud. Peut-être joues-tu au golf, mais tu vas être certain de ne rien manquer des autres nouvelles qui vont tomber d'ici la fin de l'entre-saison dans la LNH. T'es à la bonne place. Abonne-toi. Ça coûte absolument rien, ça prend 0,5 secondes et surtout, tu vas aider ton boy à atteindre son objectif de 35 000 abonnés en 2026. On est sur la bonne voie. Et qui d'autre t'offre du bon contenu hockey pendant l'été? Tout le monde est en vacances. Moi, j'ai pas les moyens de prendre des grandes vacances de même. C'est fait? Merci, j'apprécie. On poursuit. On poursuit maintenant avec ce qu'on va appeler le segment CH de l'épisode d'aujourd'hui. Et on va commencer avec un commentaire de Carrier. Pourquoi on signe juste pas Patrick Kane pour jouer avec Caulfield et descendre Slav sur la 2 avec Demidov juste avant qu'il prenne sa retraite? On a de la place sous le plafond. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un. Je dois te donner raison, c'est vrai. Le Canadien a de l'espace pour faire ça. Patrick Kane, bien qu'il n'ait plus le joueur qu'il était, fait encore au moins une 60aine de points par 82 matchs. Après ça, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas joué 82 matchs, mais sa production est encore digne d'un joueur de deuxième trio, sans l'ombre d'un doute. Et je suis pas 100% contre la signature d'un gars comme Patrick Kane. Sauf que je suis pas convaincu non plus. Je pense pas vraiment que c'est une bonne idée. De un, pour moi, il ne répond à aucun réel besoin du Canadien. Soit un joueur de centre, soit un ailier capable de jouer sur ton top 6 physique. Évidemment, Patrick Kane n'est pas centre. Patrick Kane n'est pas un gros bonhomme physique. J'ai l'impression un petit peu qu'avec Patrick Kane, là, ça c'est le syndrome de ton ex du secondaire, là, que tu regardes dans ton souvenir, là, dans ta tête en te disant « Ah, voyons, pourquoi on s'est laissé? Elle était donc belle, on était donc beau, c'est donc le fun. Ouais, mais il y a une raison pourquoi vous vous êtes laissé. » Bon, dans le cas de Patrick Kane, le Canadien et le Patrick Kane ne se sont pas laissés. Sauf qu'encore une fois, c'est pas Patrick Kane de 2015. C'est pas Patrick Kane champion de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Ce Patrick Kane-là était essentiellement le Nikita Kucherov de son époque, de loin le meilleur ailier offensif, créateur de jeu, gagnant du trophée Hart, qui était sensationnel. Le Patrick Kane d'aujourd'hui a été un ailier de deuxième trio, mais qui en plus, déjà qui n'a jamais été reconnu pour son jeu défensif, Patrick Kane, là, n'a absolument plus aucun intérêt à connaître le nom de son gardien de but. Patrick Kane est une nuisance défensive lorsqu'il est sur la glace. Donc, je vois mal dans quel contexte tu es même capable de le mettre sur ton top 6. La seule façon que je peux essayer d'imaginer, c'est si tu décides que tu as maintenant suffisamment déjà confiance en Ivan Demidov pour le mettre à droite sur le trio de Suzuki, avec peut-être un Caulfield. Mais même à ça, là, tu as deux ailiers très offensifs. Nick Suzuki vient de gagner le Selke. Il doit continuer d'affronter les meilleurs trios adverses. Moi, je trouve que Demidov, déjà comme recrue, a montré des belles choses, un bel engagement défensif. Mais, je suis pas sûr. Avec ça, tu prends Slavkovski sur le deuxième trio à gauche, avec un Kane. Est-ce qu'un Newhook est assez bon dans les deux sens de la glace pour le moment, parce que ce serait probablement Newhook qui serait là pour compenser. Slavkovski quand même responsable. Je veux dire, je pense pas que tu peux prendre Kane, qui a été ailier droit toute sa carrière, le mettre à gauche de Demidov. Je veux pas qu'on change Demidov de côté. Pour moi, ça a juste malheureusement aucun sens. C'est plate. C'est une idée comme ça qui est attrayante. Mais c'est bizarre à dire. Parce que le Canadien a cherché du talent offensif pendant tellement longtemps. Je pense pas que c'est de Patrick Kane que tu as besoin. Je serais pas nécessairement contre si ça arrivait. Tu as besoin d'aide sur la deuxième unité d'avantage numérique. Avec une jeune équipe. Je sais pas. Pour moi, non. Je ne vois pas comment c'est Patrick Kane qui vient aider ton équipe. Miss Illustrée, elle dit Granlund à Montréal, lui, tu le prendrais? Oui, mais non.
En fait, la réponse toute simple à ta question, c'est oui, je prendrais Granlund à Montréal. Le problème, c'est que je ne vois vraiment pas comment les Ducks d'Anaheim, pour se sortir de leur impasse salariale dans laquelle ils se retrouvent maintenant, après avoir égalé le contrat de Leo Carlsson, c'est Michael Granlund qui se départisse. Pour moi, un Chris Kreider, un Troy Terry, nommez-les, il y a d'autres candidats à se départir bien avant Michael Granlund qui va leur permettre de signer Cutter Gauthier. Et l'affaire, c'est que Michael Granlund, particulièrement après le départ de Mason McTavish, c'est ton deuxième centre. Si tu laisses partir Granlund, t'as vraiment pas de profondeur au centre, ou du moins, c'est pas vrai, t'as quand même des centres pouvant jouer sur le bottom six, dans le bas de l'alignement, mais t'as vraiment pas de bons candidats à jouer au centre sur ton deuxième trio. Il faut que tu gardes Michael Granlund. Granlund s'est amené comme agent libre. Il a signé un contrat qui a une clause de non-mouvement, une liste, si je ne me trompe pas, de 15 équipes où il ne peut pas être échangé. C'est quand même très gros. C'est vraiment pas le gars qui est à échanger du côté des Ducks d'Anaheim. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'absolument personne ne veuille des autres joueurs plus intéressants pour les Ducks à se départir et que là, on fasse « Man, on n'a pas le choix, c'est Granlund dont il faut se départir, que là, ça pourrait devenir intéressant pour le Canadien. » Mais sinon, malheureusement, pour moi, c'est pas une option que je trouve très, très réaliste. Ceci étant dit, si j'ai des torts et que les Ducks n'ont pas le choix de se départir de Granlund, oui, ça peut devenir une option intéressante à Montréal. Mais c'est toujours important quand on regarde ça de se dire, mais du point de vue de l'autre équipe, est-ce que ça a du sens? Au début de l'été, quand tout le monde disait Tom Wilson, les Capitals vont entrer en reconstruction, Tom Wilson, ça n'avait pas de sens pour les Caps. Ça n'allait jamais réellement être quelque chose d'intéressant. C'est ce qui est arrivé. Non seulement les Capitals ne sont pas entrés en reconstruction, ils vont all-in! Ils vont all-in. Et un petit dernier au sujet d'acquisition potentielle du Canadien de Montréal. Alex qui dit qu'il faut aller chercher un Ivan Barbashev. C'est le gars parfait pour Demidov. Puis à court terme, ça serait parfait. Ça coûterait genre un Owen Beck puis un 2. D'abord, ça coûterait jamais un Owen Beck puis un 2. Ivan Barbashev coûterait énormément plus que ça. Malheureusement, je reviens un petit peu aux commentaires sur Michael Granlund. Dans le cas des Golden Knights de Vegas, c'est vraiment une équipe que je suis surpris de voir qu'on est encore pris sous le plafond à l'heure actuelle. Les Golden Knights de Vegas, au moment de l'enregistrement de l'épisode d'aujourd'hui, sont un peu plus de 8 millions au-dessus du plafond salarial. Encore une fois, c'est correct, tu as le droit de l'être pendant l'été à ce montant-là, sauf qu'il va falloir qu'il coupe dans les graisses, qu'il shed du salaire, comme on dit en bon franglais. Il va falloir se départir d'un peu plus de 8 millions de dollars. Puisque ce sont les Moses de Golden Knights de Vegas, ils vont finir par y arriver. C'est garanti, malheureusement. Ce sont les Golden Knights. Sauf que cette année, la particularité pour moi, pour les Golden Knights de Vegas, c'est que tu n'as même pas un vet à te départir de même contre rien. Marc-André Fleury, Max Pacioretty, tous deux échangés contre de bonnes vieilles considérations futures, qui te règlent ton problème d'un coup, de façon vraiment pas éthique, mais quand même. Parce que quand tu regardes ça, évidemment que ce ne sera pas Jack Eichel, Mitch Marner, Mark Stone, qui de toute façon a une clause de non-échange complète. Et à partir de Thomas Hertl, c'est là où ça commence à être intéressant. Hertl, Carlson, Barbashev, ça sera pas Barbashev. Nick Dowd. Allons ensuite du côté de la défense. Ben là, en défense, c'est là où, pour moi, j'étais convaincu que Jérémy Lauzon allait quitter sur le marché des joueurs autonomes, mais on a re-signé Anderson et Jérémy Lauzon. Donc, évidemment, ce ne sera pas un de ces deux-là. Le joueur dont les Golden Knights veulent se départir, c'est Adin Hill. Le problème, c'est qui veut d'Adin Hill en ce moment? J'en ai pas la moindre idée. Mais regardez, Adin Hill, Thomas Hertl, William Karlsson. Aucun de ces gars-là, à lui seul, ne te permet de libérer l'espace dont tu as besoin sous le plafond. Il va falloir être créatif et trouver une façon de se départir de deux joueurs. Certains diront de juste foutre Mark Stone sur la liste des blessés. Ça ne fonctionne plus exactement comme ça. Là, ça a changé, la liste des blessés. Mais bon, c'est très compliqué du côté des Golden Knights de Vegas cet été. Et, considérant qu'on est maintenant à la mi-juillet, que Kent Hughes n'a peut-être pas trouvé sa solution à long terme, personnellement, j'en ai déjà parlé. Moi, une cible potentielle du côté des Golden Knights de Vegas, c'est pas Ivan Barbashev. Même si je te donne raison sur un point, c'est que, encore une fois, d'un point de vue purement canadien, oui, je suis d'accord. Tu mets Ivan Barbashev sur la gauche d'un trio ou sur la droite, il y a Ivan Demidov. Let's go. Ivan, oui, monsieur. Mais du point de vue Vegas, ça n'a pas de sens. William Karlsson, pour moi, est un joueur qui a beaucoup de sens. Il a une clause de non-échange. Est-ce qu'il accepterait de venir à Montréal?
Je vois pas pourquoi un gars comme William Karlsson, à sa dernière année de contrat, s'il se fait échanger à Montréal, il dirait non, à moins qu'il fasse... Ben non, il peut même pas dire non, je reste à Vegas. Il faudrait que Vegas pourrait éventuellement trouver une équipe qui n'est pas sur sa liste. Donc, s'ils veulent vraiment l'échanger pour un an, un gars comme Karlsson, je pense que ça aurait beaucoup de sens pour lui de venir jouer en plus avec un Ivan Demidov. Le seul problème avec Karlsson, ce sont les blessures. Thomas Hertl aurait du sens, sauf qu'il reste trop d'années à Thomas Hertl. Je sais pas si je suis prêt à me dire que je voudrais, si je suis Kent Hughes, de ce gars-là comme deuxième centre pour potentiellement 4 saisons à 32 ans. C'est un pari un petit peu plus risqué. Mais cibler les Golden Knights de Vegas pour une transaction, c'est pas une mauvaise idée du tout. Ils vont devoir trouver de l'argent. Ils vont devoir trouver une façon de descendre sous le plafond salarial. C'est garanti. Il y a ce commentaire-là que je trouve intéressant qui dit qu'il a hâte de voir si Kent Hughes va finir par être en mesure de signer un joueur pour plus que son échelle salariale actuelle. Donc, ça va concrètement comme suit. Là. Est-ce que selon vous, Kent Hughes devra passer par-dessus la fameuse règle des salaires? Cette règle lui a servi pour prolonger nos joueurs, mais nous bloque pour ajouter des joueurs. Ben, Olivier Belleau, respectueusement, je suis complètement en désaccord. Cette règle-là ne t'a empêché de signer absolument personne. Et je trouve ça particulier quand il est question de ça. Et peut-être que je suis un peu coupable, parce que des fois, j'en parle encore aussi, entre autres, quand je parle de Matthew Knies, que je dis que ça fitterait parfaitement dans l'échelle salariale. L'échelle salariale, c'est pour tes deuxièmes contrats. L'échelle salariale, c'est pour tes joueurs repêchés par l'équipe que tu signes. Et déjà, cette échelle-là, ça a été long de faire comprendre aux gens. Pendant longtemps, plusieurs disaient « Non, Lane Hutson ne signera pas pour plus que Nick Suzuki. Caulfield ne l'a pas fait. Slafkovsky ne l'a pas fait. » C'était mal comprendre. 1, l'augmentation du plafond salarial. 2, le fait que Caulfield et Slav n'avaient rien prouvé qui faisait en sorte qu'ils méritaient plus que Suzuki. Et de toute façon, Hudson et Demidov, par rapport au contrat de Suzuki à l'époque, ont signé quelque chose de semblable. Mais la fameuse règle, Kent Hughes l'a déjà brisée pour Noah Dobson. Il lui a donné 9,5 millions de dollars pour le faire venir à Montréal. Et c'était d'ailleurs une de ses réponses lors du point de presse annonçant la venue de Noah Dobson. Il se fait poser la question, t'as pas peur pour ton échiquier salarial? Il dit, c'est pas pareil. Noah Dobson, j'ai dû payer pour le faire venir. C'est un joueur qui est plus vieux. C'est un joueur qu'il fallait que j'achète plus d'années d'autonomie. Si Kent Hughes avait à s'entendre, disons que cet été, okay, il y avait eu un vrai top dog sur le marché des joueurs autonomes. Allons pas dans le Connor McDavid, là, mais Mitch Marner l'été dernier. Mettons que Jack Eichel s'était rendu à l'autonomie. Un joueur comme ça, là, s'il avait fallu lui donner 12 millions par année pour qu'il accepte de venir ici, il l'aurait fait sans l'ombre d'un doute. Mettons qu'il le voulait, là, peut-être qu'il voulait pas ce gars-là, mais admettons qu'il avait voulu le faire venir. Il n'aurait pas fait, écoute, nous on t'offre un contrat, mais juste 9,5 parce que notre structure. Non. Il aurait été prêt à y aller un peu plus haut. Donc, oui, éventuellement, si Kent Hughes trouve un joueur qu'il veut absolument, que ce gars-là est plus près de l'autonomie complète et tout ça, il va payer. Il n'est pas en train de garder tout cet argent-là pour les troisièmes contrats des autres joueurs. Non. Et ça n'empêche aucunement de faire l'acquisition de joueurs du côté du Canadien de Montréal. Tout est une question de qui est disponible. C'est ça la clé. Lorsqu'un joueur qu'il juge suffisamment bon est disponible pour un bon salaire, il va le faire comme il l'a fait avec Noah Dobson, sans l'ombre d'un doute. Et on conclut avec ceci. Chef Biggie, j'aimerais t'entendre sur l'histoire du propriétaire de la Caroline qui place le nom de toute sa famille sur la Stanley. Qui, avec cette décision des membres de l'équipe, sera pas dessus. Aïe. Pour ceux qui n'ont pas suivi, là, vous le voyez juste ici. Là. Donc, vous voyez tous les noms au début. Tom Dundon, Verushki Dundon, Dax Dundon, Drew Dundon. Bref, 7 Dundon. Dundon et les 7 nains. Bref, il y a le propriétaire, Tom Dundon, et 6 membres de sa famille. La réponse très courte est... m'en fous. Dans le sens, je trouve ça vraiment plate, mais comme... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comme disait Michel Therrien. Ceci étant dit, je vais vous faire un rant qui va prouver que je m'en fous pas tant que ça. C'est que... Donc, il y a 55 noms que tu peux mettre sur la Coupe Stanley quand tu la gagnes. C'est le maximum que tu peux mettre. 55. T'es pas obligé d'en mettre 55. C'est le maximum. Ça, d'abord, bravo, parce que sinon, clairement, on en a la preuve juste ici. T'as des milliardaires qui pensent que tout leur est dû, comme Tom Dundon, qui aurait sûrement mis 200 noms. Ça coûte. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, donc, c'est que Tom Dundon a fait mettre
pas mal tous les membres de sa famille, dont ses enfants, dont un. Là, il y a des rumeurs sur son âge. Là, j'ai vu des gens disant qu'il était en 5e année, mais bon, on n'a pas officiellement l'âge, puis c'est un enfant. Là. Regarde, calmons-nous. Mais bref, tu as des ados et des enfants là-dedans. C'est que, historiquement, lorsque tu mets des noms sur la Coupe Stanley, ce sont des noms à l'emploi de l'équipe. C'est pas la première fois qu'un propriétaire met des noms de membres de sa famille. Mais exemple, les Panthers de la Floride l'ont fait, mais je pense que c'était la femme du propriétaire, mais que ce soit symbolique ou non, regarde, je sais pas, je suis pas dans la structure de l'équipe, là, c'est tous des gens qui ont au moins un rôle de vice-président, de quelque chose. Jamais personne n'a mis ses enfants. C'est faux. Le propriétaire des Oilers d'Edmonton, dans les années 80, avait mis le nom de son père sur la Coupe Stanley. Et on l'a rayé. On a rayé le nom du père du propriétaire des Oilers de l'époque parce que ça ne cadrait pas dans nos règles. Je vais vraiment être surpris si on laisse tous ces noms là-dessus. Moi, ce que je trouve désolant, c'est que le joueur que vous voyez à l'écran, là, c'est qui? C'est Nystrom, ça? Il a joué 38 ans. 38 ans. Non, il n'a pas joué 38 ans. Il a joué 38 matchs avec les Hurricanes cette année. La règle dans la LNH, c'est qu'il faut que tu aies joué minimum 41 matchs de saison régulière ou un match de la finale de la Coupe Stanley. Tu as ton nom sur la Coupe Stanley. Peu importe ce que le proprio débile veut faire, tu as ton nom sur la Coupe Stanley. Tu peux, en tant qu'équipe, demander une dérogation, I guess serait le bon terme, pour mettre un nom qui n'a pas rempli ces critères. Les Hurricanes l'ont fait avec Nicolas Deslauriers. Semble-t-il que les joueurs et le personnel d'entraîneur ont vraiment poussé fort pour que Nicolas Deslauriers ait son nom sur la Coupe, même s'il a joué seulement 7 matchs de saison régulière et un match de série qui n'était pas en finale de la Coupe Stanley. Si t'es ce gars-là, d'ailleurs, tu te dis comment, moi, j'ai joué 38 matchs, puis vous n'avez pas demandé de dérogation pour moi, vous l'avez demandé pour Nick Deslauriers, c'est chiant. Fait que ça, de un, c'est plate, mais après ça, de toute façon, c'est dans les règles. N'importe quelle autre année non plus, il n'y aurait pas eu son nom sur la Coupe. Mais les Hurricanes à Caroline, leur gérant d'équipement, c'est le même depuis l'époque des Whalers de Hartford. Il est là depuis plus de 30 ans. D'habitude, ce type de membre de personnel-là est sa coupe. Et Tom Dundon n'a pas mis son nom sur la coupe pour mettre son fils. Ses fils! Ça n'a pas de bon sens. Regardez, je veux dire, on ne mettra pas le temple de la renommée à feu pour ça, là. Mais pour moi, c'est exactement le genre d'exemple qui me fait dire les milliardaires font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de nous. Ce que j'aime de la Coupe Stanley, c'est que c'est un des rares trophées. Tu sais, je pense la Ligue des champions, c'est comme ça. Dans le sport professionnel, là, je parle pas des matchs internationaux. En Amérique du Nord, c'est le seul trophée qui n'est pas donné dans les mains du propriétaire. C'est donné aux joueurs. J'adore ça. Tom Dundon a trouvé une façon de mettre ça, de faire ça, de se mettre au centre de tout ça. Tom Dundon, je suis désolé, on s'en fout de toi, man. Merci d'être propriétaire d'une équipe, mais on s'en fout de toi. Mais regarde, les milliardaires font ce qu'ils veulent. Les milliardaires ne sont pas nos amis. Les milliardaires n'en ont que dalle à battre de nous et nos opinions et de notre éthique. C'est son équipe, il a le doigt. C'est ce que lui, il pense. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais bon, que voulez-vous? Que pensez-vous de tous les sujets qui ont été traités aujourd'hui? Tu as une question, tu aimerais qu'on y réponde dans un prochain épisode? Laisse-le-moi en commentaire. Tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui et tu veux écouter un autre épisode? Il y en a un disponible juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!